La grande révolution du 21e siècle porte un nom et a un inventeur, a eu lieu en 2006. Tout le monde et 15 ans après a été globalement adopté par tout le monde et a changé notre monde. L'iPhone, Steve Jobs, on en a parlé. Ça a été absolument extrêmement rapide. Quel est, à votre avis, l'équivalent pour le 20e siècle? Ben, l'automobile. Il s'est passé exactement la même chose. Et il y a eu deux individus qui ont été assez importants pour l'automobile, un pour sa création et l'autre pour ce qui en aura été fait après et dans son analyse. Puis il y a eu un phénomène assez intéressant qui a été comment on a vidé les stocks du modèle d'avant très rapidement et 10 millions d'exemplaires dont on ne savait plus quoi faire. On a inventé un événement qui s'est appelé la Seconde Guerre mondiale et pour 10 millions d'objets qui étaient complètement inutiles, on s'est complètement débarrassé d'eux. Donc ça, c'est assez intéressant. Merci Henry Ford pour cette création, il n'y a rien à voir avec les chevaux. Et ce qui a été le grand changement, c'est qu'on s'est retrouvé avec cette production qui était une production unique d'un modèle standard, je ne rappelle pas l'histoire de la couleur, et qui était censé répondre aux besoins de tout le monde. La chose, c'est qu'on a changé, avec cet objet-là, on a changé de langage. Et je tiens au terme de langage, puisqu'il y a une interaction avec l'individu. On parle d'interface homme-machine ici, ce n'est plus avec le cheval et avec l'harnachement du cheval, mais avec la machine. Et si vous regardez bien dans ce prototype, dans ce modèle original de véhicule, on a des commandes qui sont des commandes surtout du conducteur de machine, puisque le terme de conducteur vient de là, conducteur de machine. Et là, on a toutes les commandes qui sont liées à celles du véhicule et qui sont uniquement pour donner des ordres dans une seule direction. Le retour d'information, l'interface homme-machine, il n'y a pas d'interface. L'interface, c'est le contact direct de l'homme avec la machine qui sent, qui ressent, qui interprète exactement ce qu'il se passe autour de la machine. C'est un point qui est assez intéressant parce qu'au bout d'un moment, on va arriver sur un objet, quelques années après, qui va être de toute autre nature. Voilà. Et là, il y a eu un point de pivot. Et le point de pivot, il a été assez bien analysé par Roland Barthes. Voilà la voiture devenue plus spirituelle, plus objective, plus ménagère et accordée à la sublimation de l'ustensilité que l'on retrouve dans nos arts ménagers contemporains. Alors là, il y a un point qu'il faut analyser parce que l'objet automobile est un peu particulier. En ce sens que c'est un objet où on a le contrôle véritablement de la machine qui est donné presque à chacun, tout à chacun à ce moment-là du XXe siècle, et où véritablement on doit interagir et donner les instructions avec la machine. Et il se crée une intimité avec la machine. Mais quel genre d'intimité? L'intimité au niveau de... C'est pour ça que je vous ai dit, il y avait le prémisse au départ hein, sur l'ensemble. Donc, sur l'intimité, elle est de plusieurs ordres. C'est du face-à-face, c'est du one-to-one, comme on dirait, qui est celui véritablement de la fusion. C'est la notion de partage, et on en a parlé tout de suite, c'est le partenariat de réalisation, quelque chose ensemble dans un but commun, dans une collaboration. Et le troisième point, c'est l'autorité. C'est transmettre une information, un ordre à la machine et s'attendre que cet ordre soit obéi. Donc on est dans des modes, et là on est sur l'empathique, ou pas, ou sur la transmission directe et sur le bilatéral. Et on voit dans l'analyse avec le contact qu'on a, le mode de transmission, voilà, on retrouve les trois modes précédents. Et quel est le mode d'interaction avec la machine? Le premier, il n'y a pas de parole. Enfin, rarement, après, si on peut, généralement. Mais c'est quelque chose de charnel, c'est quelque chose d'érotique, c'est quelque chose de liaison directe
de physique, de tactile, tous ces mots-là qui vont avec cette relation. Le deuxième point, c'est on est ensemble dans la réalisation de quelque chose en parallèle, de collaboratif. Et le troisième point, le contact, là, est extrêmement distant. Il est hors de question d'avoir un contact physique. On tire la cloche et on attend que les ordres soient réalisés. Alors, cette dimension est assez intéressante parce qu'on la retrouve dans l'évolution de la fameuse interface avec la machine. J'ai pris l'exemple du changement de vitesse, quelque chose qu'on fait avec une grande fréquence dans un véhicule ou pas. Dans la partie gauche, le changement de vitesse, c'est la transmission. On est dans le charnel, c'est le vibratoire, on ressent la vitesse du moteur, ses vibrations, et on sait quand est-ce qu'il faut le changer. On est véritablement dans l'interface directe. Le deuxième point, il y a déjà une présélection, il y a un choix avec le partenaire. On définit dans quel domaine on veut jouer. Et le troisième point est assez intéressant parce que là, on définit le mode. J'avance ou je suis arrêté. Et vous marquerez bien cette commande qui est une commande qu'on ne va pas empoigner. C'est une commande qu'on va toucher du bout du doigt. C'est-à-dire qu'on va réduire avec l'automobile le contact physique à la valeur minimale. Et on voit cette dimension de distanciation vis-à-vis du monde physique de manière à être véritablement dans une bulle. Alors, cette bulle, on la retrouve tout à fait dans le domaine de l'électroménager, et c'est une vision très américaine, étonnamment. Et ce qui va expliquer un petit peu ce qu'on va retrouver après. Très américaine parce que c'est toujours cette distanciation qu'on a entre le service, le corps, le physique, qui est à la fois ou bien totalement nié, c'est pas beau, c'est pas propre, ou bien totalement sublimé. Donc là, c'est cette dimension américaine qui est faire les choses à la main. Non, si la machine le fait automatiquement, c'est encore mieux. Et on arrive au maximum, c'est-à-dire la séparation des deux fonctions. On a vu la commande manuelle du véhicule tout à l'heure, et puis là, on arrive dans une situation où on a deux mondes totalement différents. Il n'y a plus d'interface homme-machine. Il y a une machine qui fait son job, dont on ne veut pas entendre parler, à qui on a donné l'instruction, et on est transporté sans qu'il y ait d'interface avec la machine. Alors, vous voyez bien que c'est vous voyez à peu près la datation, on est dans les années 50. Je pense qu'avec le petit objet magique du 21e siècle, les gens à l'intérieur ne seraient pas en train de boire un verre, mais seraient directement sur leurs écrans de smartphone. Mais on va y arriver. Donc, il y a une séparation des deux mondes. Or, on n'y arrive pas. Évidemment, en 1950, on n'est pas capable de le faire. Alors, on va augmenter. On va augmenter le nombre de fonctions et finalement, l'automobile va finir par ressembler à ce genre de maison bourgeoise où il y a tout ce qui se passe downstairs, dont on ne veut pas entendre parler, on tire la clochette, ce qu'il y a au milieu qui est l'espace de vie et ce qui est en haut qui est la sphère privée, la sphère des souvenirs, la sphère de l'affect qu'on va avoir dans la maison. Manque de peau, quand on rajoute des fonctions au sous-sol, il se passe un truc, c'est qu'on a du retour d'information, mais on en a. On en a du retour d'information, parce qu'on a rajouté plein de fonctions, on a rajouté plein de personnel, et tout ça remonte en manière complètement déséquilibrée. Vous imaginez, vous êtes au premier étage, et régulièrement, il faut donner des arbitrages et avoir des informations sur tout. Au bout d'un moment, ça va bien, il est temps d'engager quelqu'un qui s'occupe de tout ça. Et voilà le butler. Le butler, c'est l'homme parfait, qui fait l'interface. Hein, interface. Qui fait l'interface et qui va donc synthétiser tout ça pour vous et vous débarrasser de l'interface directe avec tout ce petit personnel du sous-sol et qui va vous donner une version synthétisée à qui vous allez pouvoir transmettre des ordres et qui va vous simplifier la vie. Grâce au butler, vous avez un interlocuteur et d'ailleurs, il vous parle. On a déjà vu celle-là. Hein. Il vous parle. Et là, il va vous donner une interface. Et là, en effet, on est dans le domaine de l'automatisme, dans la remontée d'informations. Là, on est absolument basique, circuit, asservissement, et on arrive sur des métafonctions. C'est-à-dire que quand, dans l'automatisme automobile, on est fin des années 60, l'ABS, je mets un capteur, le freinage, je freine, ça s'occupe de vérifier si tout ça fonctionne bien. Voilà, on est dans ce domaine-là. Au bout d'un moment, les fonctions
par délégation successive et augmentation de la complexité, finalement, on dit au butler, écoute, fais-moi une version synthétique de l'ensemble, tu me ramènes tout sur un écran. Et finalement, le step d'après, il est relativement simple. Tout sur un écran. Ah, la grande simplicité apparente. Parce qu'en fait, tout est sur un écran, mais rien n'est plus simple. C'est uniquement, on a rangé les choses d'une manière différente. Et puis on a agrégé encore de nouvelles métafonctions par combinatoire des informations du véhicule. Et fondamentalement, qu'est-ce qui se passe au sous-sol? On n'en a plus la moindre idée. On est complètement déconnecté de l'objet qu'on a vu au départ, avec ses manettes, ses tirettes et ses volets de fonctionnement. On ne sait plus ce qui se passe, tout est emmené au niveau du véhicule. Eh bien, ça y est, on n'a plus qu'à avoir l'automatisme de conduite. Et là, au niveau de l'automatisme de conduite, on a des limitations. Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, parce que la jonction de tout l'ensemble permet de dire qu'il y a des limitations aux fonctions qu'on peut faire. Et on les retrouve très rapidement, les lois de la robotique d'Asimov, parce qu'on se retrouve en discussion avec ce robot. C'est assez particulier parce qu'on est dans le robot. Donc la liaison affective, mais en termes de responsabilité et de peur par rapport au robot, elle est particulière. Ce n'est pas le smartphone qui, quand il bug, on le pose à côté, on fait un reboot. Non, on est dans le robot, on est transporté par le robot. Donc là, ça amène de regarder ces trois lois et de dire, va-t-il réussir à tenir le contrat des trois lois? Alors là, assez rapidement, on en arrive sur le point de dire, si on doit avoir une délégation au niveau du butler, de dire, finalement, puisque tu fais si bien, je te donne les clés de la maison et tu la fais tourner, le butler sera en cas de dire, oui, mais je ne sais pas tout faire, donc je dois savoir si toi, au moment, et on en parlait tout à l'heure, au moment où tu dois reprendre la main, si tout va bien. Et là, la brèche fondamentale est ouverte. C'est-à-dire que la relation bijectionnelle, c'est-à-dire non pas de transmettre des informations et d'attendre un retour de la part de la machine, là on se retrouve avec une machine qui attend d'avoir des informations au niveau de l'utilisateur pour savoir si la collaboration est possible. Donc là on voit des images qui sortent d'un programme qui a été développé par le MIT qui s'appelle Affectiva, et on essaie de comprendre les émotions au niveau de l'utilisateur. Émotions. Et à partir de ce moment-là, que je disais, la brèche est ouverte, parce que quand on est dans l'émotion, on a également la possibilité de rechercher, à amener de la valeur supplémentaire avec ces émotions. Et finalement, la machine prend un contrat qu'on ne lui a jamais donné. Parce qu'on lui a dit, assure-moi le fonctionnement de la maisonnée, et finalement, c'est elle qui décide comment la maisonnée doit être managée et typiquement la gouvernance de l'ensemble. Jusqu'à arriver à ce point-là. Jusqu'à arriver à ce point-là, et ça c'est la Google Car, en disant interface homme-machine, finalement, à partir du moment où la machine prend la main, pourquoi y aurait-il une interface? Puisque le but de la machine est très clair, aller d'un point à un autre. Donc là, la distanciation vis-à-vis de l'objet est complètement acquise. Sauf que comment on fait quand on n'est pas tout à fait d'accord? Et cette relation de confiance, puisqu'on est à l'intérieur du robot, on est à l'intérieur de la machine, comment interagit-on avec elle? Parce que lui, vous aurez reconnu Total Recall, là je ne peux pas arracher le conducteur de son siège. Je suis obligé de parler avec une voiture où il n'y a pas d'interface. Donc, au bout du compte, nous aurons réussi à obtenir ce que nous cherchons à faire depuis fort longtemps, depuis le début de l'automobile, puisque, en fait, elle ne répondait pas à sa promesse, l'automobile, puisqu'elle n'a jamais été automobile. Il a toujours fallu un conducteur. Et donc, finalement, nous récupérons la promesse, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'interface avec le véhicule devient une liaison banalisée qui permet d'être plus efficace. Est-ce que, finalement, à quelle promesse répond-on ici? Parce que qui veut d'un véhicule autonome? Est-ce que c'est l'utilisateur? Oui, dans certains cas, on en parlait tout à l'heure, quand je reviens le vendredi soir, les dernières heures de route, c'est bien, mais c'est sur autoroute, c'est pas très compliqué. Ça marche déjà. Qui veut le véhicule autonome? Est-ce que c'est la société qui veut mettre sous contrôle
des transports qui doivent être plus fluides, plus réguliers? Est-ce que c'est les pousseurs de technologie qui trouvent un nouveau départ pour une technologie d'automatisme? Est-ce que ce sont les opérateurs privés qui voient la gestion des données, le fait de tant de cerveaux disponibles au niveau de l'utilisateur? L'équation, on ne s'est jamais exactement posé cette question-là. Tout le monde parle de véhicules autonomes, mais on ne sait pas pour qui, pourquoi. Quand on pose la question aux gens, il y a une étude qui a été faite par Kantar il y a peu de temps, en disant véhicule autonome, vous êtes d'accord? Oui, c'est sûrement bien pour les autres. Personne ne voit l'utilisation du véhicule autonome. Donc, finalement, au niveau de l'homme, dans son interface avec la machine, sera sans aucun doute réduit, simplifié, quelqu'un de différent, peut-être un petit peu plus proche de l'Android. Et quand on vient à Henry Ford, en fait, la vraie question, c'était ça. Je ne l'ai pas mise tout à l'heure. Mais quand on lui a dit, si j'avais demandé aux gens de quoi ils auraient voulu, ben, j'aurais voulu des chevaux plus rapides. Le cheval, la particularité, c'est que c'est un être vivant et avec lequel on a une interface qui est naturelle, un langage qui est unique. Est-ce qu'on aurait fait toute cette boucle pour finalement revenir à peut-être un cheval numérique? Et est-ce que les androïdes rêvent de chevaux électriques? Merci.